Bonjour ou bonsoir et où que vous soyez sur la planète, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Aujourd'hui, je vous propose un programme particulièrement parisien. Voici le sommaire. La haute couture défile à la mairie de Paris. Patrice Bélanger sculpte notre goût. Le meilleur de la bistronomie avec le garde-temps. Nous allons entrer dans la saison de la haute couture parisienne et pour vous mettre en appétit ou mieux vous faire comprendre ce qu'est cette exception culturelle française, je vous propose de faire un tour à l'exposition Paris Haute Couture qui se tient à l'Hôtel de Ville. C'est 150 ans d'histoire de la mode. La haute couture gratuite. Ce n'est pas tous les jours et c'est une raison de plus pour se rendre à cette exposition qui se tient jusqu'au 6 juillet. À travers une centaine de pièces, elle retrace l'histoire de la haute couture, un concept né à Paris à la fin du 19e siècle. Pendant la durée des travaux du musée Galliera, nous avions le souhait de montrer tout de même, ici, salle Saint-Jean, le patrimoine riche du musée Galliera. Et on a observé, avec une forme d'évidence et de stupéfaction, qu'il n'y avait pas eu de grande expo sur la haute couture, peut-être depuis 30 ans. Donc on a décidé très naturellement qu'il fallait faire comme ça ce jeu de dominos, depuis Charles Frederick Worth, qui était l'inventeur de la haute couture, jusqu'à aujourd'hui, avec les créateurs, les couturiers qui l'animent. Nous avons décidé de sortir du musée Galliera et des maisons de couture notoires les plus belles pièces qui font ce patrimoine exceptionnel français. L'hommage commence par un hommage au savoir-faire des ateliers. L'exposition est composée de deux parties. Une première partie introductive dans laquelle on arrive par une sélection de photos de François Collard sur les mains des couturiers. Donc c'est une manière d'entrer dans le sujet par la main, mais également par la main de tous ces ateliers qui font la sève de la haute couture, de manière à montrer qu'une robe, c'est des milliers d'heures de travail. Et je ne compte pas seulement les heures de travail qu'on a mis sur la robe, mais toutes les heures de travail qu'on a mis pour apprendre à couper. Et ça, c'est incalculable. La mode serait-elle un éternel recommencement? Sans trancher, l'exposition tisse des liens entre créateurs passés et présents, un rapprochement stimulant. Nous avons volontairement choisi de rompre un parcours chronologique pour ne pas mettre d'un côté les anciens, les récents. Et on a essayé de travailler plutôt des familles stylistiques. Donc on a organisé un parcours qui va du fondateur Charles Frederick Worth à Cristobal Balenciaga. On a pris le parti d'arrêter cette chronologie en 68, là où Balenciaga ferme sa maison en posant un certain nombre de questions qui sont restées contemporaines à la haute couture. Pour autant, on a mis à l'intérieur de cette chronologie tous les créateurs qui sont bien sûr venus animer la haute couture après 68, comme Christian Lacroix, Yves Saint Laurent bien sûr, parce qu'il est très présent, Galliano bien sûr, Tichy, mais on est venu les mettre comme en intraveineuse dans cette chronologie, pour montrer qu'ils avaient un dialogue tout à fait rassuré avec des formes d'histoire, avec une connaissance historique. Et on s'est aperçu, contre notre propre avis même, que ça marchait très bien, mais tellement bien que c'est devenu même le principe de l'exposition. Les deux robes vers lesquelles je suis, l'une qui est de Charles Frederick Worth et l'autre qui est de Christian Lacroix, sont presque à s'y méprendre l'une et l'autre. On ne sait plus très bien qui est du 19e siècle, de la fin du 19e, qui est de 1990. Donc ce jeu-là, qui est assez apprécié du grand public, a structuré cette exposition pour montrer l'excellence de la haute couture. Aujourd'hui, seule une dizaine de créateurs revendiquent l'appellation haute couture. Ils étaient plus de 106 en 1946. C'est donc l'occasion de découvrir des noms moins connus, mais de vrais talents aussi. Il était important dans cette chronologie, cette longue histoire de la haute couture, de montrer en effet des noms qui résonnent et qui teintent très naturellement pour le grand public, mais de montrer aussi tous les noms qui ont œuvré à la vitalité de la haute couture, qui ont disparu par choix, par l'histoire, et qui
était vraiment constitué un sédiment pour la haute couture important. Nous avons par exemple dans les archives du musée Galliera tout le fonds de M. Jacques M, qui fut en son temps président de la chambre syndicale. Et Jacques M a été l'auteur d'une mode très particulière. Vous verrez, il y a une robe sous l'alcôve qui est en flanelle cloutée, avec une incrustation de ceinture rose, très étrange. Ça constitue, je dirais, la force des collections de mode française, pour ne pas dire étrangère. Créée en 1895, cette robe est en soie avec des motifs de velours coupé. Il y a des pièces qui me sont plus chères en ce moment, parce que peut-être que ça changera, mais là on n'est pas loin d'une robe de Charles Frederick Worth qui, moi, me fait penser à du McQueen et qui appartenait à la comtesse Greffule, laquelle avait inspiré à Proust la duchesse de Guermantes. Alors ça, pour moi, c'est comme le département Égypte au Louvre. C'est un pédigré vraiment très rare. La haute couture, c'est d'abord l'exceptionnel. Et là, je pense que, et haute couture, selon mon propre point de vue, ce qui est une autre couture, ce qui n'est pas le vêtement standard qu'on voit partout. Alors, après, il peut être très brodé par les milliers de mains qui travaillent à ce sujet, et c'est très émouvant. Il peut être très bien coupé, parce que c'est un savoir, ou il peut être réduit à une simple expression, mais c'est l'expression, je dirais, très intime d'un couturier. C'est une vision très intérieure de la femme ou d'un vêtement qui se met en œuvre et qui rompt un peu avec le caractère standard. Quand on a fait la sélection de tous ces vêtements, je disais souvent la robe doit dire elle-même qu'elle est haute couture. Si on est obligé d'expliquer par un texte à côté, on la refuse. Et il n'y a pas de question de la part des visiteurs qui posent la question pourquoi est-ce haute couture, pourquoi ce n'est pas du prêt-à-porter. Alors il y a parfois des hautes coutures prêtes à être portées, mais on voit bien que ce n'est pas l'inverse. Aujourd'hui, des critères très précis définissent la haute couture. Il faut réaliser des modèles originaux dans ses propres ateliers à Paris. La maison doit aussi employer au moins 20 personnes et présenter chaque saison une collection de 25 silhouettes au minimum. Et sachez que l'exception confirme la règle. On en apprend des choses. Allez, on traverse Paris à toute allure pour aller rue du Faubourg Saint-Honoré et rendre visite à l'antiquaire Patrice Bélanger. C'est l'un des rares antiquaires à proposer des sculptures du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Vous allez voir, l'homme est passionné, passionnant et les sculptures sublimes. Patrice Bélanger est installé depuis plus de 10 ans dans cette galerie parisienne. Une passion pour la sculpture qu'il tient de son père et de son grand-père, également antiquaire. Il privilégie les modèles en plâtre, marbre et terre cuite. Comme la Vierge à l'Enfant et Saint Jean-Baptiste réalisés en 1650 par Pauli. Je trouve que c'est probablement l'art le plus sensuel. On n'a pas très envie de toucher un tableau, on a toujours envie de toucher une sculpture. Puis j'aime le tridimensionnel, j'aime la terre parce que c'est souvent la main directe sur la matière. C'est pour ça que je préfère la terre cuite au marbre, bien que il y a des tailles directes en marbre qui sont formidables. Chaque matière est un vrai choix. J'adore la sculpture en bronze quand elle est pensée en bronze, quand elle n'est que réduction de sculpture monumentale, ça m'intéresse moins. La sculpture a souvent été, hélas, le parent pauvre de l'histoire de l'art. La sculpture, c'est évidemment un rond de bosse qui prend de la place. C'est souvent, les sujets sont limités, c'est-à-dire que on est entre le portrait et des études de salon qui sont un peu particulières. C'est d'autant plus mal aimé qu'il y a pour 1000 tableaux ou pour 2000 tableaux, il y a une sculpture. Donc, si vous voulez, spontanément, les gens regardent s'ils peuvent comparer. C'est aussi pour le moment un art peu rentable. La sculpture coûte cher à produire et pas très cher à vendre. Il s'adresse surtout à une clientèle de passionnés. C'est un vase, probablement un projet de vase, pour les réaliser en marbre, sculpture de jardin.
C'est de la sculpture qui s'appelle de la rue. On voit que c'est l'hiver, on voit qu'ils ont froid, on voit qu'ils se réchauffent. C'est clair, c'est net, et tout est dit. L'intérêt, c'est évidemment le moment de la création. Donc, ce moment de création, c'est nouveau, c'est une autre façon de voir les choses. C'est intéressant pour ça. Il faut que aussi le sculpteur transcende le sujet, sinon ça n'a pas d'intérêt. Sur cette pièce, par exemple, les plissés de la robe sont un véritable chef-d'œuvre. La dame, c'est la chercheuse d'esprit par Attiret. Et donc, il y a toute une histoire sur... elle aurait été la représentation d'une jeune fille un peu simplette à un certain moment dans une pièce de théâtre. Et donc, il a fait. C'est pour ça qu'on l'appelle la chercheuse d'esprit. Une perfection technique qui donne toute son humanité au visage. Un chef-d'œuvre, c'est une espèce de perfection dans son esprit et dans sa réalisation. Et c'est aussi une marque dans l'histoire de l'art. Pour lui, on ne peut juger une œuvre sans la connaître. Terminer un chef-d'œuvre, c'est toujours un peu compliqué parce que les gens pensent que l'appréciation de l'art est subjective, alors que je pense que l'appréciation de l'art est objective. Patrice Bélanger participe à la Biennale des Antiquaires depuis 1992. Il a présenté cette figure en terre cuite de Robert-Guillaume Dardel. C'est le portrait de Marie-Antoinette sous les traits de la bonté, le pélican nourrissant ses enfants étant le symbole de la bonté. Donc on a le portrait en Vestale. C'est un projet qui est signé par un artiste important, mais pas de renommée internationale, qui s'appelle Dardel, et c'est daté de 1785. Une œuvre réalisée quelques années avant la Révolution française. La sculpture est politique. D'abord, elle est d'autant plus politique qu'elle découle très souvent de commandes de l'État ou du puissant. Donc elle est forcément orientée. Mise en scène du pouvoir, représentation d'une idée, ces sculptures laissent rarement de marbre. Pour terminer cette parenthèse consacrée à la beauté et au savoir-faire, je vous propose de faire un stop dans un bistrot du sud de Pigalle. Il fait le buzz en ce moment avec un menu très travaillé, très raffiné et avec des prix très compétitifs, ce qui ne mange pas de pain. Plus de temps à perdre pour se rendre au Garde-Temps. Ouvert depuis juillet 2011, ce bistrot parisien fait un carton. Dans son laboratoire des saveurs, Pierre Siouet réalise une cuisine de tradition aux accents du sud-ouest. Pour ce restaurant, Marc Rosenweg a eu le bon goût de réunir ses amis. Un rêve. Un rêve, oui, c'est toujours un petit peu un rêve, mais on s'est parti sur l'idée d'amis, au départ avec un de mes associés, Benoît Gauthier. Et j'avais une envie de faire un restaurant avec lui. Je l'ai connu il y a à peu près une petite quinzaine d'années. Suite à ça, il m'a permis de rencontrer Pierre Siève, qui est notre chef maintenant, parce qu'il a été second chez lui. Après, il a fait d'autres armailleurs et il a eu l'opportunité de pouvoir revenir avec nous. Donc c'est vraiment une histoire de copains. Le chef est passé par le comptoir du relais de Yves Condeborde. Alors là, nous allons partir sur une entrée très simple. C'est des panais confits dans du bouillon de volaille. Et sur notre panais, nous rajoutons des oignons grelots qui sont acidulés avec du vinaigre. Et là, nous allons passer un peu de Cantal, râpé dessus. Le Cantal entre deux, qui s'associe bien au panais. L'ardoise change régulièrement en fonction du marché et des saisons. Déjà de se faire plaisir, d'avoir un rapport avec les produits, les saisons. C'est vraiment une histoire de plaisir, comme une histoire d'amis. Donc on a été pour faire développer le produit, les petits récoltants, les petits vignerons et se faire plaisir à soi-même pour partager un plaisir, je dirais, avec les gens qui viennent dîner et déjeuner chez nous.
ce plaisir est un luxe qui nécessite une gestion rigoureuse. C'est des comptes au quotidien, de regarder les marges, de regarder les achats. On est obligé de faire du frais de toute façon pour avoir des marges comme ça, donc on a une marge de manœuvre qui est quand même assez courte. Donc on regarde les poissons, le cours du jour, nos viandes, et on travaille au quotidien pour essayer de parfaire à coller un petit peu au marché. Dans l'assiette, cela donne des saveurs franches et une cuisson juste. Je vais réaliser des riz de veau juste dorés dans une poêle avec du beurre. La particularité du riz de veau, c'est de réussir à avoir une croûte qui est autour du riz. Et donc pour avoir la croûte, il faut absolument la colorer avec du beurre. Et on va laisser gentiment caraméliser tout en arrosant. Pierre Siwé est né au Cameroun. Son père était chef dans un palace. C'est lui qui lui a transmis l'amour des bonnes choses. Le jeune homme a travaillé à Londres, puis dans plusieurs restaurants parisiens. Ici, c'est vraiment lui, le chef. C'est très difficile de suggérer quelque chose au chef, en tout cas. Non, mais c'est un partage, hein. C'est vraiment une unité. Ça se passe beaucoup dans l'image. On en parle, c'est une sorte de sophrologie. On arrive à deviner le plat qu'il va mettre en place. Après, c'est un jeu qu'on a entre nous. On discute du produit, du position du produit dans l'assiette. Et après, il exécute le plat. Et comme tout nouveau plat qui puisse être exécuté, il y a un changement. Il y a un changement par rapport à un service. On va le dresser une première fois d'une certaine manière et on le redressera différemment, certainement, dans la semaine qui va venir pour qu'il prenne un peu plus d'aisance dans l'assiette. Le dressage des plats, justement, est particulièrement soigné. Un gros travail sur tous nos plats. Le chef veut mettre en place des choses simples mais qui sont énormément travaillées. Il y a un travail culinaire de chef, de vrai chef, de bistrot. Et vous parliez de gastronomie, c'est vraiment de la gastronomie. On nous appelle entre guillemets des bistronomes, quoi. N'oublions jamais le côté bistrot avec les plats de nos grands-mères, de grands-pères qui nous faisaient, je dirais, qu'on retrouve à date d'aujourd'hui. Et puis les gastronomistes, donc c'est dans préparation des assiettes, d'un dressage et d'un travail qu'il y a derrière. Le garde-temps aurait pu s'appeler le garde-manger, mais ça aurait été trop évident. Le garde-temps, ça vient d'un cadeau de mon épouse. J'aime bien les montres, elle m'a offert une belle montre. Et quand je recherchais cette affaire, j'ai un nom. Et en regardant une notice, j'ai trouvé ce nom-là, le garde-temps, et j'ai trouvé ça très agréable. J'ai voulu ramener le côté épicurien de la chose. On pouvait garder un temps avec des amis, comme l'heure, mais un temps aussi avec des mets, des sensations et de partage. Puis ça a très bien collé, ça a collé à l'atmosphère qu'il pouvait y avoir ici, parce qu'on n'est pas très loin du Moulin Rouge, il y a une vraie histoire, rue Fontaine, la rue du Bus Palladium qui était un peu rock'n'roll. Dans les années 80, et il y a juste à côté la maison de Toulouse-Lautrec, donc il y a une vraie histoire culturelle dans le quartier. Malgré les nombreux bistrots du quartier, le garde-temps a su s'imposer. On a surtout beaucoup de remerciements en disant que les gens se sont régalés, quoi. Donc c'est un vrai plaisir, chaque soir est un vrai plaisir. C'est un échange, c'est un effet miroir. La personne qui vient manger est très heureuse, donc nous sommes très heureux. Le meilleur pour la fin, une formule à moins de 30 €, ça le fait. La mode en ce moment, ce sont des prix moderato. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'hôtel Shangri-La de nous avoir accueillis. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook où vous pouvez voir et revoir pendant 3 mois notre programme. En attendant, voici notre coup de cœur, puisque le luxe à Nec Plus Ultra, c'est d'abord une histoire de cœur. Au revoir. Attention, nouveaux talents. En marge de la dernière semaine de la mode à Paris, l'exposition Fascination Imagination célèbre la création chinoise sous toutes ses formes. Elle est organisée par K11, une marque d'art de vivre haut de gamme. Le bijoutier Cho Tae-fook a présenté sa dernière collection, l'occasion de découvrir le Nec Plus Ultra des créateurs chinois.